merci. Et merci pour l'opportunité au Wajab Média, mais aussi à Afrique Matin. Le mouvement Nous sommes un est un mouvement politique créé sur une base hétéroclite, en ce sens qu'il a réuni différentes opinions, différentes tendances, basées sur l'idée que la Côte d'Ivoire a des valeurs qui doivent prévaloir au-delà des ancrages et au-delà des bastions et des quartiers généraux politiques. Le mouvement Nous sommes prêts a été créé en 2017. Il a fait son bonhomme de chemin. Et il s'est donné pour objectif de faire en sorte que la participation à la vie politique se fasse sur la base d'idées fondatrices, d'idées fédératrices, mais aussi d'idées pragmatiques qui puissent forger une nation de prospérité, une nation de partage, une nation de bien-être, une nation dans laquelle la dignité humaine reste l'élément principal de focalisation des leaders politiques. C'est pourquoi nous avons travaillé à concevoir une matrice qui véhicule nos idées, qui véhicule nos ambitions et notre manière de concevoir la vie en société, la manière de rêver de la Côte d'Ivoire et la manière de penser à la gouvernance en Côte d'Ivoire. Et ce livre, c'est Idées de gouvernance, dont nous allons parler dans la suite de vos questions. Merci. Bien sûr, nous croyons en une Côte d'Ivoire unie. Lorsque nous disons nous sommes un, c'est nous sommes un dans la manière de faire la politique, dans la manière de penser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un idéal, c'est une réalité, mais cette réalité sûrement connaît des difficultés avec ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, avec les crises que nous avons connues. Mais c'est parce que nous sommes convaincus que c'est par l'unité, c'est en étant un que nous pourrons transcender nos différences, que nous pourrons solutionner les difficultés que vit la Côte d'Ivoire, que nous avons décidé d'utiliser le nom Nous sommes un. Il faut que cela soit une philosophie, une manière de faire et une manière d'agir à tout moment, dont nous y croyons fermement. Ces événements ne doivent pas surprendre. Elles sont la suite logique, n'est-ce pas, de ce que nous avons vécu depuis les années 90. Les acteurs qui n'ont pas réussi, les acteurs, je veux dire, nos aînés qui n'ont pas réussi à faire converger leurs forces, vu les compétences et les expériences que ces acteurs-là ont. Ensuite, il y a la petite cassure, ce que j'appellerais la petite cassure de la décision du président d'être candidat. Voyez-vous, lorsqu'en mars il annonçait sa non-candidature, sans exagérer, les différents camps avaient convenu qu'il avait proposé quelque chose de noble. Mais son retour sur la scène, la candidature, revêt un caractère de révèlement qui vient ouvrir, je veux dire, de nouveaux doutes. Et ces doutes-là, le peuple vit mal dans le doute. Et le peuple va sûrement trouver les moyens de se faire entendre, de se faire comprendre et dire au président qu'il n'est pas d'accord pour sa candidature. Mais bon, à lui d'apprécier. Mais cela ne peut pas remettre en cause, n'est-ce pas, la foi que nous avons en l'unité de la Côte d'Ivoire. Ce problème-là, il n'est pas minime, mais il n'y a rien par rapport à ce que vaut la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qui est une et indivisible et qui nous restera. Tout mouvement politique ayant pour ambition de briguer la magistrature suprême, de gouverner le pays, je ne saurais donner une leçon quelconque au président Ouattara, qui est un homme d'expérience, qui sait, qui connaît sûrement mieux que moi l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je vais dire que la noblesse du retrait
n'est-ce pas, remet en cause l'idée même de venir être candidat. C'est pour dire que quand tu te retires, quand tu donnes ce mot, c'est cette parole en laquelle les gens croient, la population croit, revenir ternir complètement cette image-là que tu as proposée à la Côte d'Ivoire en te retirant. Je peux dire que je ne suis pas forcément d'accord avec sa candidature, que je suis d'accord, mais sur quelle base? Sur la base constitutionnelle. Le débat il a toujours cours, on verra ce que nous dira l'avenir. C'est ce que je peux dire là-dessus. La réaction de l'opposition est normale. Elle est normale. La Côte d'Ivoire a eu la chance, dans ces 10 dernières années, d'avoir une opposition de débat, de contestation, mais sans avoir recours à une violence militaire. Cette opposition-là, dans sa logique, bien entendu, avait le droit de dire au président qu'elle n'est pas d'accord avec sa candidature. Non pas sur les bases que le président avait évoquées par le passé, d'exclusion de nationalité, mais c'est sur des bases objectives. Et moi, je félicite l'opposition. Et c'est ce à quoi nous aspirons, c'est ce que nous voulons. Nous voulons une opposition républicaine. Donc, je ne peux que soutenir ce que l'opposition dit, je ne peux que encourager l'opposition à rester dans cette dynamique. Au président d'analyser la situation en homme d'expérience, de penser à la Côte d'Ivoire, de penser à ce qu'il a bâti. Est-ce que ce qu'il veut bâtir dans 5 ans, avec 5 ans, sera plus important, plus porteur que ce qu'il a déjà bâti? Un homme ne peut jamais tout faire. Un homme ne fait jamais assez pour tout le monde. Mais un homme doit pouvoir savoir qu'il a fait ce qu'il a pu. Et je suis persuadé que le président Ouattara a fait ce qu'il a pu. S'il veut s'engager et qu'il arrive à passer, il pourra avoir les 5 années les plus misérables de sa vie. Ça ne sert à rien. Un homme accompli comme lui, il peut se reposer, c'est un intellectuel, c'est un technocrate. Je ne tarie pas d'éloge à son égard dans ce sens, c'est juste pour l'encourager, pour dire qu'il y a une vraie vie après la présidence qu'il est présenté. Voilà. D'abord, au regard de l'actualité, la bonne gouvernance, c'est la démocratie participative. On a une élection qui est un tournant décisif pour la Côte d'Ivoire. Cette élection qui malheureusement va se faire avec de nouvelles formules, je vais dire de règles, notamment le parrainage, qui, pour des leaders comme nous, constitue un élément d'exclusion. Il faut être parrainé pour pouvoir être candidat. Les indicateurs de popularité à travers le parrainage, ce sont des indicateurs qui sont pour moi faibles. On a eu le décès de Didier Arafat que je vais citer. Si on devait se baser sur le parrainage, Didier Arafat, il aurait eu plus de parrainage qu'un pas des politiciens. Ça ne veut rien dire. Et cette élection-là, je pense que nous avons intérêt à faire en sorte qu'elle se déroule bien, pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de ce pays. L'idée de gouvernance, la gouvernance, c'est surtout aussi la capacité de mettre en œuvre des politiques d'emploi, des politiques pragmatiques, de mettre en œuvre des politiques qui concernent nos parents du village, de sorte à ce que le monde rural l'on vive avec dignité, mais des politiques aussi qui touchent les personnes âgées, parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut le dire, les retraités, les personnes âgées sont mal vues. Et l'idée de gouvernance propose des idées réelles, pragmatiques, des idées expliquées à travers les mécanismes de mise en œuvre de ces idées-là. L'emploi, qui est le dénominateur principal des idées de gouvernance, la dignité humaine, l'inclusion sociale, mais aussi, n'oublions pas, le devoir de restituer à la Côte d'Ivoire une écologie, un écosystème viable, parce que la Côte d'Ivoire, en matière d'écologie et d'environnement, est complètement déstructurée. Voilà ce que propose l'idée de gouvernance, en substance, lorsque nous parlons de bonne gouvernance.
Bien, l'idée de gouvernance, c'est 33 thèmes sur 430 pages. Le tome 1, il fait 230 pages. Et il y a des thèmes qui ne sont pas abordés dans le tome 1, qui sont dans le tome 2. Alors, dans la thématique de l'économie, nous voyons la chose en disant le doing business, faire les affaires en Côte d'Ivoire, n'est pas ce que la Côte d'Ivoire peut mériter, ce que la Côte d'Ivoire mérite. Par exemple, je prends le cas des PME et des PMI. Il y a la question d'accès au marché. Les PME, c'est énormément d'emplois. Mais il se trouve que, selon la formule du gouvernement, pour que des PME aient accès à un marché quelconque, il faut d'abord qu'une grosse compagnie ait ce marché et que la compagnie sous-traite. Vous convenez que si tu n'as pas de relation d'affinité avec cette grosse compagnie, tu ne pourras pas avoir accès comme sous-traitant à ce marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt faire en sorte que si on a un marché, par exemple, de 20 milliards, que le cœur du marché, qui peut être 15 milliards, la construction d'une route, revienne, n'est-ce pas, aux grosses compagnies ou à la grosse compagnie, et qu'on crée un pool de petits marchés, donc avec les 5 milliards, auxquels les PME et PMI pourront soumissionner. Donc moi je propose, ou nous proposons du moins le morcellement au lieu de la sous-traitance. Ensuite, il y a aussi la question de à quel marché devons-nous avoir accès? Vous savez, la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à faire la catégorisation des compagnies. Il faut catégoriser, il faut dire que lorsqu'on a un marché d'une valeur de 100 millions, ce sont les compagnies dont les revenus sont entre 1 franc CFA et 100 millions annuels qui vont compétir, de sorte à ce qu'une grosse compagnie qui fait 1 milliard n'est pas à compétir sur un marché de 50 millions. Donc il faut catégoriser et vice-versa aussi, parce qu'il ne faut pas qu'une compagnie qui a des revenus de 200 millions aille soumissionner sur un marché de 1 milliard, elle n'a pas la capacité. Il faut baliser. Mais aussi, il faut faire en sorte que la bonne gouvernance prévale dans l'accès à ce marché-là. Je veux dire, tu ne peux pas créer une compagnie ce matin et après le conseil des ministres à 15 h, tu soumissionnes pour un marché parce que tu en as l'information, parce que tu as le relationnel qui favorise cela. Donc il faudrait que le gouvernement mette une période de non-participation de 6 mois. Celui qui crée une compagnie, il a 6 mois pour que sa compagnie puisse soumissionner à un marché quelconque. Donc ça, c'est pour le doing business. On pourrait parler de la défiscalisation. Et là, je glisse au niveau de l'emploi. Nous proposons la défiscalisation de l'emploi. Ça veut dire, il y a la taxe, l'impôt sur les sociétés, l'IS, qui parle entre 23 et 30%, parfois 32%. Il faut qu'on ait un seuil de dégraissement de défiscalisation qui va de 1 à 15%. Pour des compagnies, si vous avez une compagnie à 200 employés, on peut lui dire, à partir de 200 employés, à chaque fois que tu embauches un nouvel employé, tu as une dégressivité de réduction de ton impôt de 0,25%. Ça voudrait dire que si tu as embauché 10 employés, tu paieras 2,5% d'impôt de moins, jusqu'à ce que tu puisses réduire ton impôt de 15%. Ainsi, les compagnies auront le courage d'embaucher des Ivoiriens. Parce que les compagnies peuvent embaucher les Ivoiriens. Ils ont besoin d'embaucher les personnes. Mais puisque l'impôt leur pèse dessus, ils refusent d'embaucher et il y a des personnes qui font 2-3 tâches en même temps. Donc il faut encourager ces compagnies-là à entrer dans la dynamique d'embauche. Revenons à l'élément social auquel je tiens aussi à cœur. Nous avons en Côte d'Ivoire cette politique de pension qui ne prend pas en compte tout le monde. C'est pourquoi nous proposons le plan de pension universel. Le plan de pension universel, ça veut dire couvrir tout le monde en termes de pension. Il y a la CNPS qui ne couvre que les personnes qui ont des contrats formels, les travailleurs, les entrepreneurs, parce qu'ils ont des revenus réguliers. Mais à côté de cela, nous proposons cette pension universelle qui veut que celui qui arrive à cotiser 1 franc ou 5 francs, c'est indicateur, pendant 1 mois de sa vie, lorsqu'il aura l'âge de la retraite, il aura 5 fois 5, il aura 25 francs.
Donc si tu cotises 5 000 francs une seule fois, un seul mois de ta vie, quand tu auras 63 ans, tu auras 25 000. Donc tu peux choisir librement le montant à cotiser et le nombre de mois que tu veux cotiser. Alors si tu cotises 50 000 francs le mois, tu auras 250 000 francs quand tu auras 63 ans. Et ça couvre tout le monde. Ce qu'on appelle le brouilleur, le chômeur, tous ceux qui sont dans le secteur informel. Chacun peut aller choisir sa formule et cotiser, sachant qu'à 63 ans, 64 ans, elle aura cette pension-là qui lui est garantie. On pourra financer cette pension à travers le système d'autofinancement parce que les montants cotisés vont servir à faire des investissements qui pourront, n'est-ce pas, prévoir pour l'avenir. Voilà. Bien, le foncier. Le problème du foncier, n'est-ce pas, est devenu un méta-problème parce qu'on n'a pas su gérer les petits problèmes au fil du temps à déplacer. Ce que nous proposons en termes de foncier rural, je parle d'abord de foncier rural, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a une population qui grandit. Nous ne sommes plus 4 millions comme nous l'étions en 1960. Aujourd'hui, nous sommes 26 millions, les chiffres diffèrent. Il faut plafonner au niveau du foncier. Plafonner, ça veut dire qu'on ne peut plus continuer à accepter que l'individu possède à lui seul plus de 250 hectares, plus de 500 hectares. Il faut discuter ensemble et voir quelle est la superficie qui peut être attribuable à un individu. De sorte à ce qu'on ait plus d'espace à reverser et à partager aux autres. Mais il y a aussi la question de la gestion objective même du foncier. Entre l'acquéreur et le vendeur, l'idée de gouvernance propose à ce qu'il y ait l'Agence nationale du foncier rural, laquelle agence joue le rôle d'interface. Vous voulez vendre une parcelle, vous partez à l'agence, je vais vendre une parcelle de 10 hectares. Vous dites pourquoi vous voulez la vendre. Si c'est pour des urgences, l'agence ayant fait l'évaluation de cette parcelle, connu tous les ayants droit, la valeur agricole de cette parcelle, pourra vous dire que votre parcelle a une valeur et que l'agence vous donnera cet argent dont vous avez besoin pour régler le problème urgent, si c'est 1 million, 2 millions. Si vous voulez vendre la parcelle définitivement, elle est remise au maître de l'agence qui va la publier. Si vous voulez céder l'agence, et la parcelle, disons, pour 6 mois ou pour 2 ans, elle est au maître de l'agence et tous les acquéreurs iront sur le site de l'agence de dire que je vais acheter par exemple une parcelle, cliquer sur la carte, je vais dire géolocalisation ou géolocaliser des parcelles, définir l'endroit où ils veulent acheter une parcelle, ils verront les caractéristiques de la parcelle, les propriétaires, et on leur dira que cette parcelle n'est disponible que pour 5 ans. Je veux faire un champ d'ananas, bah, j'achète la parcelle au maître de l'agence. Parce que l'agence est une interface, donc on ne fait plus de transactions directes, il n'y a plus de conflit. Je prends la parcelle pendant 5 ans. Et si je décidais de faire du palmier, l'agence me dira tu ne peux pas le faire parce que le palmier, n'est-ce pas, est une culture pérenne. Ainsi, on évitera d'avoir des conflits sur des conflits de fonciers. On évitera aussi à ce que le paysan perde ses parcelles simplement parce qu'il a un problème de 200 000, de 300 000. Donc la parcelle devient un capital, la parcelle devient un bien qui est régulé. Bon, l'aspect politique, et c'est que vous voulez que j'en parle, est lié au conflit foncier. Vous savez, en Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, beaucoup ont perdu les parcelles par fuite, par déplacement lié aux crises. Et il faut une politique aiguë d'emploi, qui puisse amener certaines populations, donc ce que j'appelle les néo-occupants de certaines parcelles, notamment à l'ouest, à ne plus voir dans ces parcelles-là leur seule option. Parce qu'on ne peut pas non plus leur arracher les parcelles sans des éléments qui puissent assurer leur subsistance. Donc du moment où les politiques d'emploi leur permettent de retrouver leur subsistance ailleurs, on pourra leur dire la parcelle que tu occupes, elle appartenait à telle personne il y a 10 ans, mais qui a fui simplement à cause de la guerre et il a restitué sa parcelle, tandis que le néo-occupant
de la subsistance. Donc il ne s'agira pas de chasser une personne, quitte là, pousse-toi que je m'assieds. Voilà. C'est dans le même. Alors, ma vision pour la jeunesse, elle part du principe que lorsqu'une jeunesse n'a pas de visibilité, il ne faut pas lui en vouloir lorsqu'elle a des comportements ou elle a des réactions que nous allons dire inappropriées. La Côte d'Ivoire a changé. La jeunesse d'aujourd'hui a les réactions de son temps. La jeunesse d'aujourd'hui se comporte selon les valeurs de son temps. Il revient aux anciens, aux aînés, de trouver les solutions idoines à cette jeunesse-là. Il ne faut plus que en Côte d'Ivoire, on a des étudiants qui vont à l'université pendant 9 mois, sans savoir, pendant une année académique, sans savoir où ça finit, ou quand ça finit. L'idée de gouvernance veut que l'étudiant aille à l'université, au bout de 9 mois, il a fini. L'université est fermée. Et nous parlons de l'Agence nationale des volontaires pour le développement. Tous ces étudiants, ces jeunes, ces élèves qui ont fini l'année académique ou l'année scolaire sont déployés à travers la Côte d'Ivoire pour faire du volontariat. Vous avez des étudiants en mathématiques qui iront apprendre, n'est-ce pas, la gestion des activités génératives de revenus aux communautés. Étudiants en lettres qui iront apprendre l'alphabétisation dans les villages, la remise à niveau des élèves en milieu rural. Et de manière transversale, parce qu'un étudiant BT se retrouve à Séguéla, dans un village à Séguéla pendant 1-2 mois, en train de faire du volontariat. Il faut que cette jeunesse soit mise au travail et que le clientélisme ne continue pas. Parce que cette jeunesse-là, elle n'aura pas à l'esprit la tolérance par rapport à ses ambitions. Elle fera tout pour arracher sa place. Elle fera tout pour arracher son rêve. Parce qu'on ne peut pas arracher un rêve, n'est-ce pas, à une génération, à une personne. Et les rêves en Côte d'Ivoire des jeunes ont été longtemps réprimés. Longtemps, on a parlé de génération sacrifiée. Ce n'est pas normal dans un pays qui aspire à la prospérité. Nous voulons aussi dire que la jeunesse ne doit plus être, je vais dire, le moteur des conflits entre les partis politiques. Il faut une participation citoyenne, une participation civilisée d'idées forgées sur les valeurs morales, les valeurs républicaines, sociales, pour que cette jeunesse elle produise pour la Côte d'Ivoire ce que nous attendons d'elle. Voilà ce que je peux dire. Président Senzi, nous avons longtemps considéré la question. Nous aurions aimé, mais la question du parrainage, il faut être sincère, pour nous c'est un peu lourd. On ne peut pas le faire et on a mal parce qu'on a des idées, on a des valeurs et c'est cela aussi la faiblesse de la vie politique en Côte d'Ivoire. Chaque fois il y a des règles qui favorisent certains et qui en favorisent d'autres. Pour moi c'est faible comme approche politique et ça contribue à ce que j'appelle la pauvreté chronique de la démocratie ivoirienne. C'est comme jeter des piranhas dans une mare qu'on va traverser après. Vous voyez, on dira que je fais partie de la jeunesse. Mais en Côte d'Ivoire, on a enlevé, n'est-ce pas, la limite d'âge pour une génération. À l'inverse, on a mis en place des parrainages qui repoussent ceux qui n'opèrent pas par ancrage ou par, comment on appelle, par secteur, par délégation. Mais on ne réalise pas que plus tard, ce qu'on appelle parrainage citoyen aujourd'hui peut devenir le parrainage législatif. Il peut y avoir un autre président qui dirait, par exemple, pour être éligible, il faut avoir 30 signatures de députés. Comment le pouvoir d'aujourd'hui, qui est au pouvoir, va ressentir cela lorsqu'ils seront dans l'opposition?
il faut penser à demain. Le pouvoir, ça passe. Ça passe comme ça vient. Je répète, le pouvoir, ça part comme ça vient. Et il faut être prudent en tout ce que nous faisons. Moi, je suis pour une démocratie participative. Je suis même pour l'idée que celui qui est capable de voter, donc de choisir un président, doit aussi être en mesure de se présenter pour être choisi. Si tu peux voter à 18 ans, tu dois avoir le droit d'être candidat à 18 ans. Si tu peux voter à 100 ans, tu dois avoir le droit d'être candidat à 100 ans. Le peuple va apprécier. Le peuple dira si tu es vieux et objectivement, les médecins diront si tu es malade, tu n'es pas apte. Il faut avoir une démocratie ouverte. N'ayons pas peur de cette démocratie-là. La démocratie est belle parce qu'elle a ce mystère d'imprévisible. Mais que cet imprévisible ne vienne pas par des calculs mathématiques, par des calculs politiciens. Que cela vienne de ce qui nous fédère le plus, la Constitution ivoirienne. Je vous remercie. D'accord. Alors, l'idée de gouvernance sera en librairie le mois prochain. Nous avons l'impression pour une diffusion large. Il y aura aussi la version numérique. On espère que vous, peuple de Côte d'Ivoire, peuple souverain de Côte d'Ivoire, vous allez vous approprier ce livre-là qui contient des idées. Ce ne sont pas des idées exhaustives, ce ne sont pas des idées suprêmes. C'est, je vais dire, une ébauche. Des idées qui, on l'espère, vont réveiller en vous vos idées, pour vous amener à croire en vos rêves. Parce que la Côte d'Ivoire peut faire beaucoup. On en entend mystifier la transformation du cacao en chocolat, du café en café de table. Mais à travers mes voyages au Rwanda, en Afrique centrale, dans plusieurs pays d'Afrique et du monde, j'ai découvert que ce sont des technologies basiques. Vous verrez que dans le livre, vous allez cliquer pour dire « Ah, mais je pensais à ça ». Beaucoup d'Ivoiriens rêvent, beaucoup d'Ivoiriens pensent à beaucoup de choses, mais très peu les théorisent parce que nos sociétés donnent l'impression qu'elles refusent que nous les vivons. Moi, je rêve pour la Côte d'Ivoire. Moi, je rêve avec des idées. Je suis persuadé que la divinité, n'est-ce pas, la providence ne met pas en être humain des idées irréalisables. Lisez le livre, mettez aussi sur papier vos idées, venez pour que nos idées convergent, débattez les idées, contredisez les idées qui sont dans l'idée de gouvernance pour qu'elles soient meilleures, pour qu'elles soient raffinées et pour que pour la Côte d'Ivoire, nous ayons, n'est-ce pas, et ces idées-là qui vont nous amener vers la prospérité et nous sortir définitivement des crises. Je vous remercie.